votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à ce rendez-vous hebdomadaire de récapitulatif d'informations politiques, économiques et aussi touristiques. Nous parlons du continent africain dans cette émission. Nous parlons surtout des prouesses et surtout ce qui peut donner envie à des Africains de croire à leur continent. Restez des nôtres. Dans ce programme, nous allons faire un petit voyage. C'est sûr que l'émission sera énormément rythmée par l'information de Côte d'Ivoire. On fera un petit tour du côté du Cameroun, on ira aussi en Gambie, on parlera du Tchad, du Togo et surtout du Sénégal. Et nous marquerons un point d'honneur avec notre grand format. Je suis Constilleka. À l'entame de cette émission, puisqu'on parle un peu de la Côte d'Ivoire, oui, il y a eu un remue-ménage et chez tous les Ivoiriens aujourd'hui, un nom revient. Le nom du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo. Tout le monde ne parle que de ce ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a des casses, il y a des maisons détruites. Alors que pour certains aujourd'hui, ne voient pas le bienfait de toutes ces mesures qui sont prises. Avec l'approche des grandes pluies, où il y a souvent des éboulements de terre, avec des constructions qui se font un peu de manière anarchique, il est temps de s'opposer et de ne pas toujours mettre la critique négative en avant. C'est le lieu ici où toute l'équipe de rédaction de CNN a décidé de présenter à tous les Africains, puisque c'est valable dans presque tous les pays d'Afrique, surtout les capitales, comment s'est construite la ville que tous les Africains francophones adorent. Nous l'avons diffusé une fois dans notre émission, mais il est important, à la demande de certains internautes et de certains téléspectateurs, de rediffuser cet élément qui montre comment Paris, qui avait aussi, comme en Côte d'Ivoire, on parle des Ébriers, qui sont pratiquement les autochtones de la ville d'Abidjan, eh bien à Paris, il y avait aussi des Parisiens qui étaient dans le village, était le 18e arrondissement, le 16e arrondissement, le 8e arrondissement. Eh bien Paris a subi une transformation. Ne regardons pas toujours le côté négatif, essayons de nous dire que nos gouvernants ont une idée positive pour apporter du bonheur à nos populations. C'est cet élément que l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous présenter. Comment Paris s'est construit. Reportage. Comment les transformations de Paris réalisées par Haussmann reflètent-elles le projet politique et social de Napoléon III? En 1850, Paris compte 1 million d'habitants. Elle est derrière Londres la deuxième ville la plus peuplée d'Europe. Ses rues sont sombres et étroites, les équipements sanitaires font défaut, des Parisiens sont obligés de recourir à l'eau de la Seine pour boire ou se laver. L'absence d'égouts favorise la propagation des épidémies. Le développement urbain est désordonné. Les entrepreneurs implantent leurs fabriques sans contrôle. Avec l'exode rural, les ouvriers de plus en plus nombreux s'entassent dans de petits logements insalubres. Cette situation ternit encore plus l'image de Paris, considérée depuis la Révolution comme une cité insurrectionnelle. Napoléon III veut assainir et renouveler la capitale. Impressionné par Londres, il veut un Paris moderne, éblouissant et facile à contrôler. La capitale impériale doit être à l'image de sa puissance. Son réaménagement est confié au préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann. Il prend le contrôle de la ville et annexe une douzaine de communes situées entre le cœur de la cité et les fortifications extérieures. Paris, divisé en 20 arrondissements, compte 40% de superficie et 300 000 habitants en plus. Il perce de larges voies en plein cœur de la capitale afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre en cas d'émeute. Il procède à la destruction de 25 000 maisons, tandis qu'il encourage la reconstruction de nombreux immeubles. Un réseau d'eau potable et d'assainissement de plusieurs centaines de kilomètres est réalisé. Des squares et des parcs sont implantés
et les bois situés en périphérie sont aménagés selon le modèle londonien de la ville aérée. 5 gares conçues comme les nouveaux temples de l'Empire structurent la cité nouvelle. Elles donnent sur des avenues aux trottoirs arborés et jalonnés de bancs, de kiosques et de fontaines. Les chaussées sont pavées et bordées d'immeubles de 7 étages construits en série. L'unité architecturale de l'ensemble compose un style nouveau typiquement haussmannien. Grâce aux artères réagencées, les omnibus traversent Paris en 20 minutes. Pour ravitailler une population grandissante, les halles sont reconstruites selon le vœu de l'empereur qui souhaite un parapluie de verre. De nombreux bâtiments sont rénovés ou réhabilités. De nouveaux lieux du pouvoir et de la culture sont édifiés comme le palais de justice et l'Opéra Garnier. Les curieux affluent du monde entier pour voir Paris transformé. Mais les Parisiens endurent les désagréments d'une restructuration colossale. Napoléon III et Haussmann veulent agir vite, sans trop se soucier du patrimoine. Certaines personnalités attachées au Paris médiéval condamnent les destructions massives en rupture avec le passé. D'autres, comme Jules Ferry, critiquent le coût excessif des transformations et dénoncent les opérations immobilières qui profitent aux proches du régime. Voici une cité de 2 millions d'âmes condamnées à la cherté éternelle et à la hausse permanente des loyers. Même si beaucoup d'ouvriers travaillent sur les chantiers, nombre d'entre eux n'ont plus les moyens d'habiter le centre de la ville. Chassés du cœur de la capitale, ils partagent un profond sentiment d'amertume. En raison de ces nombreuses critiques, Haussmann est démis de ses fonctions quelques mois avant la chute de l'Empire. Mais cela n'empêche pas les travaux de se poursuivre jusqu'à la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, Paris est une ville réinventée. Comme Napoléon III le souhaitait, les travaux du baron Haussmann ont fait entrer dans la capitale la lumière bienfaisante du soleil. Après cet élément sur la construction de la ville de Paris que tous les Africains francophones adorent, aiment bien s'y rendre, ça fait plaisir. S'il y a cette traversée en mer de par nos compatriotes, de par tous nos frères africains, c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est là-bas qu'il y a l'Eldorado. Eh bien, Paris a été construit avec des casses, avec des destructions, malgré les grincements dedans, et aujourd'hui, tout le monde, des générations après, se régale d'avoir une très belle ville. À l'exemple de la Côte d'Ivoire et sa ville, Abidjan. On se retrouve juste après la réclame. Nous allons parler des forces armées, de la formation avec toute cette école, l'ENSOA, en Côte d'Ivoire, qui forme des étudiants, qui forment des éléments des forces armées. Vous verrez comment est-ce qu'ils se forment et ensuite on vous proposera aussi leur sortie. On verra la dureté dans la formation et l'heure de gloire devant toutes les familles, devant tous les uns et les autres, de voir un peu le parcours de ces sous-officiers. L'École nationale des sous-officiers d'active en République de Côte d'Ivoire, on sigle ENSOA, l'une des meilleures écoles africaines, a préparé la 33e promotion des élèves sous-officiers. Vous verrez comment cette préparation s'est passée. Ensuite, nous vous proposerons la cérémonie solennelle de baptême et des remises d'insignes, de grades de sous-officiers à la promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf de cette école, l'ENSOA en sigle. Et cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Elie Vaunan, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. En Côte d'Ivoire, l'École nationale des sous-officiers d'active, également connue sous le nom d'ENSOA, est considérée comme l'un des centres de savoir et de la discipline militaire. En plus de l'enseignement initial, cette institution favorise l'amélioration des sous-officiers et militaires de rang.
L'École nationale de sous-officiers d'active forme les sous-officiers et militaires à des tâches spécifiques ainsi qu'à des responsabilités accrues. Dès 6 heures du matin, les apprenants se rendent aux activités sportives. Ils commencent par un parcours du combattant qui illustre les obstacles rencontrés sur le terrain des opérations, puis se rendent dans les salles de cours. À l'ENSOA, les apprenants conditionnés réussissent sans difficulté à surmonter les obstacles, le dépassement de soi et de mise. Les exigences physiques élevées mettent le corps à l'épreuve. Leur formation se regroupe en 3 grandes phases. Il y a la formation commune de base lorsqu'ils arrivent. Par la suite, ils arrivent à l'étape de la formation du certificat d'âme numéro 1 et ils achèvent leur formation avec le certificat d'âme numéro 2 qui les amène à être des futurs chefs de groupe lorsqu'ils seront dans leurs unités d'affectation. Certaines séances d'entraînement nécessitent des muscles, d'autres nécessitent une concentration, comme ici dans le simulateur d'instruction technique du tir aux armes légères, une salle moderne avec des fusils et des armes lourdes. Dans les salles de cours de l'École nationale des sous-officiers d'active, on trouve des outils informatiques et des enseignements dynamiques qui répondent à toutes les attentes. Chaque année, plusieurs élèves sous-officiers ivoiriens et des pays frères sont formés à l'ENSOA dans le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Togo et le Sénégal, pour ne mentionner que cela. Mon intégration ici à l'ENSOA a été parfaite grâce aux liens de fraternité qui lient nos deux nations. Le récit et une formation de qualité. La même formation que les hommes font, c'est cette même formation aussi que les femmes font. L'ENSOA est dirigée depuis mars 2023 par le colonel Goué Blépou Hilaire qui souhaite faire de ce centre de formation une référence en Afrique. Je m'inscris dans celle du chef d'état-major. Je retiens 2 axes majeurs dans ce qu'il nous a demandé. Le retour aux fondamentaux pour rendre aux militaires leur fierté. C'est dans ces perspectives-là que nous nous inscrivons. Après 18 mois de formation, 178 élèves sous-officiers, dont 28 femmes, sont promus sergents et compétents pour diriger les troupes. Les préparatifs de la sortie de la 33e promotion des élèves sous-officiers vont bon train. Les élèves sous-officiers de la 33e promotion sont rentrés ici à 180. Ils vont sortir à 178. Le vendredi 3 mai prochain, ils vont arborer leur grade de sergent. Donc pour les parents, je vous ai dit que ce sera une belle fête. Je les attends ici pour communier avec nous. L'ENSOA a pour devise d'instruire pour ne pas subir. La 33e promotion des élèves sous-officiers sera présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Ils sont au total 178 sous-officiers issus de la 33e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'actifs de Bouaké, ENSOA. Cette promotion compte 9 nationalités, dont 170 ivoiriens, qui reçoivent leur galon de sergent après une formation de 18 mois. En quittant ces murs, je vous exhorte à toujours vous rappeler des fondamentaux prônés par notre chef et qui vous ont été inculqués. Le respect et l'observation des lois, le sens des responsabilités, le souci du détail qui vous distinguera de la multitude, en un mot, le professionnalisme. La 33e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'active, dont la promotion est baptisée promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf de l'ENSOA, qui est décédé en mission commandée, avec pour parrain le capitaine à la retraite Roger Kofi de la première promotion de l'ENSOA. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a souhaité plein succès aux nouveaux sous-officiers, tout en les exhortant à travailler encore plus chaque jour pour préserver l'intégrité du territoire national et relever les défis sécuritaires. Vous avez terminé votre formation dans de bonnes conditions et vous êtes aptes à servir sous le drapeau de vos pays respectifs. En prêtant serment, vous vous engagez à servir nos armées avec honneur et fidélité. Vous entamez une carrière professionnelle prometteuse au service de la paix et de la sécurité de nos populations. Les valeurs qui vous ont été transmises durant votre formation doivent demeurer les vôtres dans toutes vos actions et missions. Les élus et cadres de Bouaké, avec à leur tête les ministres Amadou Koné et Jacques Assaoré Konon, sous le regard bien avisé du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. La cérémonie s'est terminée par le défilé de sortie de l'ENSOA, où la joie et le bonheur des familles des nouveaux militaires étaient au rendez-vous. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun.
Urbain, nous allons assister à une remise de décoration faite par le chef de l'État, le président Paul Biya. En sa qualité de grand maître des ordres nationaux de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya a décoré entre autres les acteurs qui auront fait preuve de résilience et de performance en cette période de crise mondiale. Et le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, en sigle CNPS, M. Noël Olivier Alain Mikulu Vando Akame, a été fait chevalier de l'Ordre de la Valeur. Reportage Jacques Trésor, Orsilia Yakom et Marcel Bassolé. La nation reconnaissante. Voilà comment on peut traduire la haute distinction ou encore la décoration reçue par M. Alain-Noël Olivier Mikulu Vando Akame, faite par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, représenté par le ministre des Finances du Cameroun, M. Louis-Paul Motazé, lors de cette cérémonie de décoration du 26 avril 2024 au Palace Le Hilton Hotel de Yaoundé. La cérémonie honorifique distinguait certains partenaires financiers de l'État du Cameroun. Les presses managériales, la bonne santé financière et les performances de la CNPS pour le bonheur des assurés camerounais valent cette décoration à M. Noël Alain Olivier Mikulu Vando Akame, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Cette cérémonie présidée par M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun, sur instruction de son Excellence, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, chef de l'État camerounais. Monsieur Louis-Paul Motazé a tenu à féliciter les récipiendaires méritant, à juste titre, pour leur performance dans ce contexte économique international particulièrement difficile. C'est d'ailleurs le lieu de féliciter le directeur général pour son implication personnelle aux différentes émissions faites par le Trésor, aussi bien sur le marché financier que sur le marché monétaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, réaliser une telle performance dans un contexte économique international particulièrement difficile, marqué par la persistance des effets nocifs de la crise ukrainienne, avec entre autres conséquences directes l'aggravation des incertitudes des marchés financiers internationaux, le relèvement des taux directeurs par les principales banques centrales et la rareté de la liquidité, réaliser une telle performance, dis-je, n'est pas une sinécure. C'est donc fort de ce qui précède que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, grand maître des ordres nationaux, a décidé d'accorder, à titre exceptionnel, des distinctions honorifiques à certains acteurs majeurs de cette belle performance. Les performances exceptionnelles réalisées par M. Noël Alain Olivier Mikulu Vando, directeur général de la CNPS, comme l'atteste le ministre des Finances, lui valent de figurer parmi les acteurs majeurs reconnus et distingués par le grand maître des ordres nationaux, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Fort de ce qui précède, M. Noël Alain Olivier Mikulu Vando Akame a été élevé à titre exceptionnel au grade de chevalier de l'ordre de la valeur en récompense de la contribution remarquable de la CNPS Cameroun aux opérations de financement de l'État du Cameroun sur le marché des titres publics. Cette haute distinction honorifique et particulière comble de joie dans son humilité légendaire M. Noël Alain Olivier Mikulu Vando Akame et justifie l'excellent travail abattu par la team managériale de la CNPS tout en saluant le travail accompli du personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Monsieur Noël Olivier Mikulu Vando, au nom des récipiendaires, s'est exprimé non sans marquer de féliciter ses co-récipiendaires. Soyez rassurés que tous mes co-récipiendaires, leurs collaborateurs, leurs familles, leurs amis, sont à travers ma voix auprès de vous pour vous dire combien ils entendent continuer à maintenir le soutien à l'État à travers votre magistère. C'est alors qu'il a eu un mot à l'endroit de ses collaborateurs et de tous les acteurs de la CNPS. Je voulais dire au nom de la CNPS combien nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui est particulière, vous l'avez dit, et qui nous amène, nous ne déflorerons pas beaucoup de choses, à vous faire entendre simplement que nous avons, en ce qui nous concerne,
une ou deux propositions que nous ferons dans les prochaines semaines en vue de renforcer l'action de la CNPS et de l'amplifier auprès de l'État en vue de conforter sa trésorerie. À la fin de la cérémonie, à sa surprise, un accueil chaleureux lui a été réservé par les employés de l'entreprise dès son retour immédiat au siège de la CNPS. Comme pour témoigner et partager la joie du directeur général de la CNPS, fraîchement décoré par le chef de l'État de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous restons toujours au Cameroun pour voir les prouesses de cette société, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui bat un record de management, un record de bénéfices pour les assurés sociaux, un record du travail bien fait, comme on aimerait voir tous les responsables dans des pays africains qui s'occupent des compatriotes avec des organismes para-administratifs faire. C'est le lieu de saluer ici les prouesses du directeur général de la CNPS, qui n'a même pas eu le temps de savourer sa décoration faite par le chef de l'État camerounais, qu'il a déjà embrayé 2 heures de route pour rejoindre la ville économique d'Ouala et organiser une séance de concertation. Le directeur général de la CNPS, dans le souci d'apporter des éclaircissements sur certaines zones d'ombre dans le subconscient des assurés et assureurs camerounais, s'il est vrai que l'Africain est moins lecteur, il est temps de s'y mettre, puisque la direction générale de la CNPS Cameroun est très explicite sur son site et apporte la réponse à toutes les interrogations des Camerounais. Monsieur Noël Olivier Mikulu Vondo-Akameu, n'ayant pas encore savouré, comme je le disais tantôt, sa décoration de chevalier de l'ordre de la valeur, à lui accordée par le chef de l'État camerounais, s'est rendu dans la ville économique de Douala à la rencontre des assureurs, des assurés, de la presse nationale et internationale pour une séance de concertation sur la protection et la promotion de l'emploi. C'était le mercredi 8 mai dans la salle de conférence de l'immeuble de la CNPS à Douala, dans le quartier administratif de Bonanjo. Reportage Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Éric Bikek et Stéphane Négou. Protéger l'emploi et garantir l'avenir des travailleurs, telle est la mission régalienne de la Caisse nationale des prévoyances sociales, bras séculier de l'État du Cameroun. Si l'immatriculation des travailleurs demeure une problématique permanente dans le régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale, il n'en demeure pas moins que le non-engagement de certains employeurs à immatriculer leurs employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale et à reverser leurs cotisations sociales rend plus difficile la tâche à la CNPS d'assurer la protection sociale de ces derniers. Les statistiques récentes révèlent que le taux d'immatriculation des assujettis est en baisse, soit une diminution de 28%. C'est fort de ce constat que la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun a tenu ce 8 mai 2024 dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, un atelier de concertation avec les chefs d'entreprise, les acteurs de la société civile, les employés, pour un dialogue productif afin d'obtenir l'adhésion du patronat en vue de l'immatriculation systématique des travailleurs relevant du Code du travail à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Un atelier présidé par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, Noël Alain Olivier Mokulumvondo Akameu, au cours duquel il était question de discuter sur les enjeux et l'impact de la couverture sociale des travailleurs, mais aussi et surtout des conditions de création et de préservation des emplois par les entreprises. Intervenant sur cette dernière thématique, le directeur général de la CNPS a déclaré qu'il faut protéger les emplois et augmenter le niveau de salaire afin d'accroître la productivité au sein des entreprises. L'activité détermine l'emploi comme l'énergie détermine l'activité. C'est un continuum. Garantissons l'emploi. Chaque fois que je vois que le nombre de personnes en activité augmente, moi, je suis soulagé parce que cela me permet de garantir la pérennité du système de sécurité sociale. La CNPS a donc tout intérêt, pas seulement à bien gérer l'argent, mais aussi, si cela est possible, à garantir ou à promouvoir ou à contribuer en tout cas à la croissance de l'emploi.
C'est la raison pour laquelle vous nous voyez parfois intervenir dans les prises de participation dans certaines entreprises. Il était question lors de cet atelier de concertation organisé par la CNPS d'échanger sur les moyens et les stratégies à mettre en œuvre pour étendre la couverture sociale à tous les assujettis, de présenter l'impact de la protection sociale des travailleurs sur la productivité des entreprises, de chercher les causes liées au faible taux d'emploi et à l'évasion sociale des employeurs. Pendant les échanges, le top management de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun a donné plus de clarifications sur l'immatriculation des travailleurs à la CNPS. Le système mis en place, c'est un système déclaratif dont l'employeur a l'obligation, et ça a été rappelé dans les 8 jours, de remplir ses obligations. Mais quand il ne le fait pas, la CNPS, dans le cadre de ses enquêtes et contrôles, procède aux régularisations. Maintenant, le travailleur lui-même a la possibilité, s'il estime que, ou il se rend compte qu'il n'a pas été immatriculé, et c'est pour ça que l'automatisation a été mise en place, il peut lui-même aller vérifier. C'est-à-dire qu'il va sur le site, il y a un espace pour les assurer, au niveau des services en ligne pour les assurer, il a la possibilité de vérifier déjà s'il a un numéro ou pas. Et s'il a un numéro, il peut créer son compte, il vérifie qu'est-ce qu'on déclare pour lui. Il a la possibilité de dénoncer aussi sur le site pour donner l'information à la CNPS pour qu'on puisse agir au cas où nos services n'auraient pas pu avoir l'information. Mais dans tous les cas, on finit par régulariser. Un moment de concertation qui a permis aux participants de faire entendre à la direction générale de la CNPS leurs différentes préoccupations et d'en être suffisamment édifiés. L'initiative de la CNPS, elle est louable, c'est appréciable. Il faut déjà remercier le directeur général qui fait déjà un travail remarquable. Il faut saluer l'équipe de la CNPS au niveau de la région et également au niveau du centre, notre centre. Voilà, la cérémonie s'est très bien passée. On a pu avoir des réponses à nos questions ici. En ce qui nous concerne, c'est une entreprise qui fait dans le transport. La sécurité sociale des transporteurs, c'est quelque chose de primordial dans l'économie de notre Cameroun. Donc on a eu des réponses, on est satisfait de la cérémonie. C'était pour nous une opportunité, surtout quand nous sommes en face de la haute hiérarchie, du directeur général lui-même. Parce que chaque fois dans les entreprises, nous avons des préoccupations. Nous présentons nos préoccupations auprès des agences, mais il nous renvoie toujours que le directeur de la CNPS. Donc, pour moi, au terme de cette concertation, je pense que nous sommes tellement éclairés et rassurés parce que ces services étaient là présents et que désormais, ils ne vont plus nous renvoyer nous disant que non, ils ne sont pas compétents à résoudre nos préoccupations. En ce moment, nous avions un problème avec l'enrôlement de nos employeurs par rapport à l'application s'appelait AINA, où le DG nous a répondu aujourd'hui qui va nous accorder des équipes qui feront des tours dans nos plantations pour pouvoir enrôler la majorité de nos travailleurs, pour que nous tous nous soyons en phase avec la nouvelle technologie de la PHP. Je dis merci à la CNPS et je leur souhaite de continuer dans cette lancée, beaucoup plus dans la digitalisation de tout ce qui est application. Et ça permet à ce qu'il y ait des ruptures en termes de déplacement pour aller dans les centres, pour pouvoir gérer plein de dossiers. Au sortir de ce moment d'échange entre la CNPS et les employeurs, il y a lieu de dire que la CNPS, bras séculier de l'État du Cameroun, souhaite que toutes les parties prenantes s'approprient les enjeux et les objectifs, ainsi que le processus simplifié d'immatriculation à la CNPS, tout en encourageant les entreprises non seulement à créer plus d'emplois, mais aussi et surtout d'immatriculer leurs travailleurs et de payer leurs cotisations sociales pour une meilleure prestation sociale. Voilà, un directeur général qui est soucieux de faire de l'entreprise dont il a la responsabilité du top management, une entreprise qui réussit sur tous les plans. La CNPS est un exemple à suivre du côté du Cameroun. Nous allons marquer tout simplement une pause pour remercier et surtout vous inviter les parents à inscrire leurs enfants dans l'Université internationale de Libreville qui est notre partenaire officiel.
L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après cette réclame qui honore les promoteurs de cette université du côté de Libreville, retour en Côte d'Ivoire, juste après la réclame. Retour en Côte d'Ivoire où nous allons parler de l'ENA et de la promotion baptisée Robert Begré-Mambé, du nom du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. L'École nationale d'administration a effectué la sortie de la 58e promotion baptisée du nom du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, qui a présidé cette séance à l'ENA. Était à ses côtés le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne-Désirée Ouloto, et des familles des futurs nouveaux fonctionnaires de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmane Koulibaly, Lévite Eddy, Marcel Bassolé. La 58e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, forte de 543 futurs fonctionnaires, dont 208 femmes, a effectué sa sortie officielle le jeudi 2 mai 2024 à Abidjan, Cocody, en présence du parrain, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. Il y a 543 élèves qui quittent les salles de classe de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire ce jeudi 2 mai 2024. Au terme de leur formation, ils sont désormais appelés à travailler dans l'administration publique ivoirienne. Je voudrais remercier le président de la République qui fait de la formation des cadres un axe assez important de sa gouvernance. Je prends engagement avec fermeté de bien servir l'État en tant que capitaine des douanes. La 58e promotion de l'ENA, qui a pour devise discipline, excellence et solidarité, compte 433 élèves issus des concours directs, 98 des concours professionnels, 5 recrutés en qualité d'auditeur libre et 7 à titre étranger. Cette promotion compte 208 femmes, soit un peu plus de 38% de l'effectif total. 229 d'entre eux sortent de l'école de gestion administrative et de la diplomatie et 314 de l'école de gestion économique et financière. Vous avez été formés avec rigueur pour servir de toute votre âme l'administration, dans la discipline et la dignité, avec responsabilité et professionnalisme, élevés dans la parfaite conscience de la primauté absolue du bien de la République et de l'intérêt général. Vous ne devez pas faillir et jamais vous ne faillirez. Vous ne devez ni trahir ni corrompre la confiance placée en vous et jamais vous ne devez sur ces points être pris à défaut. Pour sa part, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne-Désirée Ouloto, a invité ses futurs fonctionnaires à se montrer à la hauteur des charges qui leur sont confiées. Alors que vous vous apprêtez à gagner vos postes de travail, l'administration publique qui vous recevra croit et espère en vous. Vous devez vous montrer à la hauteur des charges et responsabilités qui vous seront confiées. Vous ne devez pas décevoir. Ainsi, vous mériterez de votre illustre parrain. Afin de se conformer à la tradition, la 58e promotion a fait un serment. Faites-nous le serment de toujours servir avec honneur, loyauté et discipline la République de Côte d'Ivoire comme nous le faisons nous-mêmes.
Très heureux d'être le parrain de cette 58e promotion, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a engagé ses filleuls à s'inscrire dans la dynamique nouvelle d'une administration disciplinée par le respect rigoureux des règles de fonctionnement, d'une administration solidaire à travers le travail en équipe pour le bonheur de toute la population et d'une administration excellente par la qualité de ses prestations et la compétence des hommes. La Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme, de méthode et de manière d'être à tous les niveaux. Il s'agit d'opérer une véritable transformation à la fois de notre économie, de notre société et des valeurs sur lesquelles tout cela repose. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, en a profité pour prodiguer ces quelques conseils à ses filleuls. Ce qui compte, c'est la force de votre caractère, c'est la beauté qui est en vous-même. Travailler, c'est prier. C'est un secret que je vous livre, mes chers filleuls. Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Vous n'avez pas le temps d'attendre que les autres viennent vous aider. Retenez cette phrase. 6 élèves majeurs ont reçu des diplômes d'honneur des mains de leurs parrains. Par ailleurs, les élèves de cette promotion ont passé le flambeau à leurs cadets de la 59e. Une fois n'est pas coutume, c'est un petit pays qui a moins d'informations. Pour nous, en vous en donner, nous allons en Gambie. Ce pays situé très proche du Sénégal, mais d'expression anglaise. En Gambie, le 15e sommet de l'OCI à Banjul s'est achevé dimanche 5 mai 2024. À ce sommet, le président de la République du Sénégal y a pris part. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État du Sénégal, y était, comme nous le rapporte ici Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a pris part à la cérémonie de clôture du 15e sommet de l'OCI à Banjul. Les travaux de la 15e session de la conférence islamique au sommet, tenue sous le thème « Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable », ont pris fin dimanche à Banjul, en Gambie, avec l'adoption du communiqué final et de la déclaration de Banjul. La cause palestinienne était un point saillant lors de ce sommet de l'OCI. L'organisation a fait un énorme progrès en condamnant ce qu'elle qualifie à ce jour de génocide. La 15e session est un nouveau début pour la Gambie pour renforcer ses relations avec l'ensemble des membres de l'OCI pour la paix, la stabilité et la justice au niveau de notre Oumma et dans le reste des régions du monde. Nous travaillerons sans relâche pour arriver aussi à une solution pacifique au niveau des conflits qui secouent la planète et qui nécessitent notre intervention pour le bien de l'humanité. Notre principe de base doit être guidé par le bien commun de l'ensemble de l'humanité et cela, bien sûr, nécessite notre engagement à nous tous. Nous devons promouvoir la tolérance comme valeur fondamentale pour la tolérance, le développement et la stabilité. Le Sénégal est resté fidèle à sa position. Pour Dakar, ce sommet revêt une importance d'autant plus qu'il se déroule chez le voisin avec qui il entretient des liens historiques. Nous devons nous appuyer sur les principes de l'islam, à savoir la tolérance, la compréhension et l'ouverture sur l'autre et le pardon. Ainsi, on serait reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à asseoir ces valeurs pour que nos sociétés jouissent de la stabilité à laquelle nous aspirons. Altesse, excellent, votre présence ici à Banjul traduit votre engagement pour soutenir les principes de l'OCI et en tant que président de cette session, je vous prie d'accompagner aussi et d'aider la Gambie lors de sa présidence pendant les 3 prochaines années afin que nous puissions prendre des mesures
concrète et promouvoir donc le progrès de l'Ummah islamique. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a regagné Dakar après la cérémonie de clôture. L'Afrique a désormais décidé de tourner le dos aux troubles, à certains troubles qui émanent des diverses élections et surtout la présidentielle. On a vu le cas du côté du Sénégal, une élection brillamment déroulée avec une passation de pouvoir exemplaire. Nous allons aussi au Tchad. Et du côté du Tchad, déjà les élections se sont bien déroulées sans heurts et c'est le lieu ici de vous en informer encore un peu plus. L'élection présidentielle en République tchadienne s'est bien déroulée. Les Tchadiens sont sortis en masse et ont effectué leur devoir civique et patriotique. Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo et Marcel Basselet. Ils attendaient cette opportunité de pouvoir voter et tenter de changer la situation du pouvoir militaire au Tchad depuis plus de 3 ans. Les électeurs dans ce bureau de vote de la capitale N'Djamena ne dissimulent pas leur joie de pouvoir voter. Les Tchadiens aspirent à un changement. Et nous sommes sortis massivement pour faire valoir nos voix, voilà, pour que ce changement soit vraiment une vérité et une réalité. C'est ce que nous voulons, tous les Tchadiens en veulent. Une élection présidentielle où 10 candidats sont présents, mais seulement 2 peuvent vraiment accéder à la victoire finale. D'une part, le président actuel, président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, fils d'Idriss Déby, ancien chef de l'État tchadien, qui a gouverné pendant plus de 30 ans, décédé en 2021, en allant combattre les groupes rebelles. De l'autre côté, le Premier ministre Succès Masra, qui lui est venu voter ici dans un bureau de vote de la capitale N'Djamena. La répression qui a été souvent décriée par l'opposition, qui a demandé à boycotter ce scrutin, considérant que tout était fait pour une réélection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby. Cependant, il reste une interrogation. Le Premier ministre Succès Masra parviendra-t-il à pousser l'actuel président de transition à un deuxième tour ? Quoi qu'il arrive, le vainqueur est attendu au tournant dans un pays qui rencontre de nombreuses difficultés. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce pays. Même le fait de ne pas avoir l'électricité, c'est déjà un problème. Et l'eau, ça c'est des trucs vraiment préliminaires, même là, il y a un problème déjà. Donc on a vraiment que tout ça, là, ça change. L'organisation de cette élection a été endeuillée par la mort d'un électeur dans un bureau de vote dans le sud du Tchad. Les résultats de cette élection seront annoncés le 21 mai 2024. En cas de deuxième tour, le scrutin se déroulera un mois plus tard. Les célébrations dans les rues de la capitale N'Djamena, au Tchad, 3 ans après avoir succédé à son père mort au combat, en allant combattre les groupes rebelles. Selon les résultats annoncés par la commission électorale, le général Mahamat Idriss Déby, président de transition et fils d'Idriss Déby, ancien chef de l'État tchadien, qui a exercé son pouvoir pendant plus de 30 ans, est désigné vainqueur de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Le général Mahamat Idriss Déby obtient 61% des suffrages avec un fort taux de participation. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Une élection dans une atmosphère tendue, peu après l'annonce des résultats provisoires, des tirs retentissent dans le quartier où se trouve le quartier général de l'opposant et Premier ministre Succès Masra qui conteste le scrutin. Plus tôt dans la journée, Succès Masra a annoncé sa victoire sur les plateformes des médias sociaux. La victoire du peuple, elle est éclatante. Et c'est à vous la victoire. Le Premier ministre Succès Masra aurait obtenu 18,5% des voix selon la commission électorale, mais les résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Après le Tchad, nous nous rendons au Togo, le pays du président Faure Songbayasimbe, où les patriotes togolais ont montré qu'ils savent faire le bon choix. Les élections se sont déroulées dans le calme dans ce pays, offrant une large victoire à la nouvelle voie que s'est tracée le Togo. L'occasion faisant le larron, son Excellence Faure Songbayasimbe est allé pour un moment d'action de grâce aux côtés de la communauté chrétienne d'Akebu. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Marcel Basselet, Séverin Tchatchoua.
Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Esozim Gnassingbé, a assisté le 5 mai 2024 à l'église évangélique presbytérienne Paroisse de Kougnoou au culte d'action de grâce pour le déroulement paisible des dernières consultations électorales au Togo. Ces offices religieux, entamés depuis le vendredi 3 mai 2024, sont destinés à dire la reconnaissance des Togolais à Dieu pour la paix et la sécurité qui ont caractérisé le déroulement de toutes les opérations jusqu'au vote. À Kougnoou, chef-lieu de la préfecture de l'Akébou, les officiants ont invité la communauté chrétienne à promouvoir la fraternité et le vivre ensemble, valeurs cardinales pour le renforcement de la concorde nationale et la consolidation de la paix au Togo. Le pasteur prononçant l'homélie n'a pas manqué de souligner l'engagement du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esozim Gnassingbé, à garantir à ses populations la paix, la sécurité, la quiétude nécessaires à la poursuite du développement du Togo. La tenue du double scrutin des législatives et régionales de 2024 a notamment permis de relever un double défi opérationnel et sécuritaire en permettant le bon déroulement des opérations dans plus de 14 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Les missions d'observation électorale de la CEDEAO, de la CEN-SAD et de l'Union africaine ont salué des élections paisibles et transparentes. Profitant de son déplacement dans l'Akébou, le président de la République a visité le centre hospitalier préfectoral de Kougnoou et échangé avec les acteurs locaux du domaine de la santé. Retour en Côte d'Ivoire où nous allons parler du dernier Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, ce pays où les conseils des ministres sont récurrents. Oui, le président a besoin de savoir que font les ministres et surtout le Premier ministre, lui aussi, a besoin de proposer et de prouver au président que les feuilles de route sont respectées. Sous l'œil de la caméra d'Ousmane Coulibaly, le Conseil des ministres en République de Côte d'Ivoire, le tout dernier, s'est déroulé dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Reportage, Lévite Vonon Eddy, Ousmane Coulibaly, Marcel Bassolé, Constant Rica. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du mercredi 8 mai 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire avec des membres du gouvernement qui tous affichaient les mines rassurantes sont arrivés dans une ambiance conviviale. L'arrivée de la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Asseri Touré Koné, atteste l'arrivée imminente du président de la République. Comme de coutume, c'est bien la salle des pas perdus de la présidence de la République qui abrite le Conseil des ministres. 11h30, son Excellence Alassane Ouattara apparaît et marque un temps d'arrêt face au peloton du service d'honneur de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ensuite, il est reçu à l'entrée de la salle des pas perdus par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé. Après quelques salutations des membres du gouvernement, avec un petit mot à chacun des ministres, soit pour encourager ou féliciter, en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thémoko Mélet Koné, pour enfin prendre place pour ce rendez-vous de travail et de concertation gouvernementale. C'est à plus d'une heure de travail entre 11h30 et 13h30 que les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire seront assujettis et passeront au paye fin l'ordre du jour de ce Conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, il ressort 22 points, 12 mesures générales comprenant 2 projets de loi, 10 projets de décret, 2 mesures individuelles et 7 communications. Au sujet des projets de loi, il s'agit respectivement d'un projet de loi portant modification des articles 13 et 14 de la loi du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie et du projet de loi portant modification de l'article 18 de la loi du 20 juillet 2015 portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ces 2 projets de loi modificatifs concourent à transposer dans la législation nationale le droit pour tout ressortissant d'un État membre de l'UEMOA désireux de s'installer dans notre pays, de s'inscrire à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire
et d'exercer sa profession sur le territoire national. Au sujet des projets de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité consultatif de la fonction publique prévu par la loi du 23 novembre 2023 portant statut général de la fonction publique. Cet organe consultatif est chargé de statuer et de produire des avis pour orienter la prise de décision sur toutes les questions qui intéressent de façon générale l'administration publique et les fonctionnaires. Au sujet des projets de décret adoptés à ce Conseil des ministres du 8 mai 2024. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le 4e décret, enfin, qui a été adopté ce jour, porte sur la ratification du mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar dans les domaines du tourisme et des activités touristiques commerciales, signé le 17 septembre 2018 à Doha. Au sujet de l'adoption des 2 mesures individuelles. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Joumana Souleymane Ali Gouneimat en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume hachémite de Jordanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat au Maroc. Également, M. Dominique Favre a eu un agrément pour être nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Le Conseil des ministres a aussi adopté des communications. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social de gouvernement PS-Gouv 2 à fin décembre 2023. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en exploitation des postes de péage de Bozi et de Gonaté sur la route Yamsoukro-Boiflé-Daloa. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des objectifs 2024 du programme jeunesse du gouvernement, le PJ-Gouv 2023-2025. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux opérations de don de sang dans les ministères et institutions de l'État. Au sujet des divers, en se félicitant des prouesses de la Côte d'Ivoire, dont la croissance économique est saluée à l'international. Le Conseil a entendu une communication du ministre des Finances et du Budget relative à la performance de l'économie de notre pays. Il ressort de cette communication que la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. La Côte d'Ivoire est ainsi le 3e pays d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et le 2e pays d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. C'est ensuite que le ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, porte-parole du gouvernement, a fait face à une série de questions, les unes après les autres, de la presse nationale et internationale, et a porté les réponses à la satisfaction générale.
Prochain Conseil des ministres prévu le 22 mai 2024. Après ce Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé, Conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État et président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons vous présenter notre grand format. Le grand format de cette édition du Constiécar Wikinews est consacré à la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du président élu démocratiquement de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Il a été en visite en Côte d'Ivoire. L'équipe de rédaction a décidé d'en faire le grand format. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le mardi 7 mai 2024, avec dans les airs l'avion présidentiel de la République du Sénégal, qui avait à son bord son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État sénégalais en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Il est exactement 10h54 lorsque le commandant de bord effectue les dernières manœuvres pour stabiliser l'appareil sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et déjà, à l'extérieur du pavillon présidentiel, son Excellence Témo Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui va accueillir fraternellement son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Au bas de l'échelle de coupé, les membres du gouvernement ivoirien et sénégalais, ainsi que les diplomates. Honneurs militaires et hymnes nationaux pour souhaiter Akwaba au chef de l'État sénégalais. Revue des forces de défense de l'armée de Côte d'Ivoire, tout en rappelant que la Côte d'Ivoire est le 4e pays visité par son Excellence Bassirou Diomaye Faye depuis sa prise de fonction le 2 avril 2024 en qualité de président de la République du Sénégal. Pour rappel, le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations depuis le 18 mars 1978, ce qui justifie la forte colonie sénégalaise en Côte d'Ivoire, qui témoigne aussi les excellents rapports entre les deux pays, justifiant aussi la communauté ivoirienne installée au Sénégal. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, s'est prêté au bain de foule, comme pour saluer et remercier ses compatriotes sénégalais pour son élection à la magistrature suprême et se rendre compte de la présence de cette forte communauté en Côte d'Ivoire qui a tenu à lui réserver un accueil patriotique. C'est alors que le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire, offrant une vision du développement extraordinaire en infrastructure de la ville d'Abidjan, laissant transparaître ce développement sur l'étendue du territoire national. C'est à 12h16 que le cortège présidentiel sénégalais franchit les grilles du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, pour enfin stationner, selon les règles protocolaires, la limousine présidentielle, avec à son bord son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui observe un temps d'arrêt, honneur militaire, revue de la garde républicaine ivoirienne, et sera accueilli sur le parvis du palais présidentiel par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Petit instant offert par les deux chefs d'État à la presse nationale et internationale, comme pour immortaliser cet instant selon les règles protocolaires. Puis, ensemble, les deux chefs d'État vont se diriger à l'intérieur du palais pour un entretien qui verra la présence effective de la délégation sénégalaise, ainsi que du côté ivoirien, la présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Témo Koné, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, du ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarrasso, de la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré-Koné, du ministre des Affaires étrangères, M. Kakou Léon Adom, et de quelques membres du gouvernement. Cet entretien entre les deux chefs d'État de deux pays considérés comme des mastodontes de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en sigle UEMOA, justifiera à coup sûr les sujets se rapportant à la nécessité d'accroissement du volume des échanges commerciaux et de mutualisation des connaissances, ainsi que des efforts et des stratégies pour tirer le meilleur profit des ressources économiques pour le bonheur de leurs peuples respectifs. L'entretien fructueux aura duré plus d'une heure. C'est alors que les deux délégations respectives du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont précédé l'arrivée des chefs d'État sénégalais et ivoiriens pour un point de presse face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Je voudrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Merci
de nous avoir choisis pour ce contact fraternel. Après avoir visité les pays voisins du Sénégal, je peux vous dire que même si nous ne sommes pas voisins géographiquement du Sénégal, nous sommes vraiment de tout cœur avec le Sénégal et les Sénégalais. Je voudrais aussi saluer votre délégation, la forte délégation qui vous accompagne, et dire que vous êtes les bienvenus. Ici, nous disons Akwaba. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes chaleureuses félicitations. Mes chaleureuses félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Et c'était le 24 mars. Et je vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal, et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Au cours de nos entretiens, nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue et je m'en félicite. Et que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas à la dimension du vœu de nos secteurs privés. Et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long, je voudrais vous dire toute notre fierté de voir le Sénégal traverser ce qui paraissait être une épreuve dans des conditions remarquables et de vous avoir porté à la tête de ce grand pays. Suite à cette marque de fraternité, teinté le petit rappel historique sur les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ainsi que des propos chaleureux tenus par le président Alassane Ouattara, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, qui s'est exprimé avec émotion et gratitude. Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenues depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Feu Houphouët-Boigny. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts
et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenue, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Si nous mettons en synergie nos capacités, comme je le souhaite et comme il en a toujours été, mais avec un niveau toujours plus appréciable, il est sûr que nous pouvons également faire face à de nombreux défis, y compris ceux qui sont liés au contexte de crise économique mondiale que nous sommes en train de vivre. Dans nos échanges, j'ai proposé au président Ouattara que nous convoquions une nouvelle session de la Grande Commission mixte. Vous savez que depuis 2014, elle ne s'est pas réunie. Ça fait déjà 10 ans. Et je crois que pour un renforcement systématique des axes de coopération, il est important que cette Grande Commission mixte puisse être à nouveau convoquée. Monsieur le Président, ensemble, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union et l'unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Monsieur le Président, je voudrais pour terminer vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal, dans le cadre de laquelle on aura l'occasion d'approfondir encore sur beaucoup de sujets de coopération, d'intégration africaine et aussi des questions qui intéressent le monde sur lesquelles nous avons tout à l'heure longuement planché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. La phrase clé a été lâchée. L'invitation formelle au Sénégal pour une visite officielle de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Tout en vous remerciant pour cette heure d'attention partagée avec nous, une heure à laquelle nous parlons de politique africaine, nous mettons surtout en exergue ce que font nos leaders, nos chefs d'État, nos ministres, enfin ceux qui nous gouvernent. Sans oublier de rester branchés sur votre petit écran et aussi de regarder ce programme et d'autres informations 24 heures sur 24 sur les www.cnntv.ci. Et sachez que ce programme est en diffusion simultanée sur Radio Voltage 2, cette radio dont vous pouvez télécharger l'application sur Google Play ou encore Play Store. Et n'oubliez pas de vous connecter sur les www.siwebinfo.net pour avoir l'information vraie sur le continent africain et voir comment le continent bouge. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en remerciant toute l'équipe technique, toute l'équipe de production de ce programme qui vous est offert toutes les semaines. Merci de rester sur votre petit écran. Je suis Constieka. Au revoir.